Bonjour tout le monde, bienvenue à la formation Compréhension enrichie 1 des éléments de continuité à ajuster. Donc le concept, vous avez peut-être vu qu'il y a une autre formation qui s'appelle Compréhension enrichie 2 avec des éléments de nouveauté. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur tous les éléments, des éléments qui étaient déjà présents dans le cours d'éthique et culture religieuse ECR, qui ont été modifiés, ajustés dans le cours gardé et qui ont été modifiés dans le cours de CCQ. C'est basé à propos de questions qu'on a reçues, des commentaires, des réponses qu'on a répondues. On répond à plein de gens tout le temps à propos du cours. Donc, des nœuds de compréhension. Donc, on va essayer de vraiment avoir une compréhension commune, enrichie du programme. Là. Donc, c'est ça le plan pour aujourd'hui. D'abord, je me présente. Je suis Alexandre Chenette, conseiller pédagogique. Dans le fond, j'ai été prof de CR, d'éthique pendant 12 ans avant de rejoindre l'équipe du RICI national du développement de la personne il y a à peu près 5 ans. Puis depuis 2 ans maintenant, là, je suis à l'équipe de la DPE-JJ au programme de CCQ pour la rédaction et la mise en œuvre du programme CCQ. Donc, vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Puis, je suis accompagné de mon collègue Mathieu. Bonjour, Mathieu Lisotte. Moi, je suis enseignant aussi formé en éthique et culture religieuse. Et puis, je suis conseiller au programme d'études CCQ, donc dans l'équipe de la direction des programmes d'études en formation générale des jeunes. On a aussi là, trois autres collègues là, qui sont pas ou qui sont avec nous, mais plutôt en tant qu'auditeurs, puis que vous allez voir là, dans d'autres formations cet automne et à l'hiver, puis qui répondent, qui interagissent avec vous. Euh, en tout temps. Donc, Hélène Charon, qui est responsable du programme CCQ. On a également François-Xavier Panaccio, qui est conseiller pédagogique en prêt de service dans notre équipe. Et puis, il y a Anne-Julie Bouchard, qui est professionnelle au ministère de l'Éducation et elle qui est dans la direction des services éducatifs complémentaires et qui est spécialisée particulièrement dans tout ce qui touche l'éducation à la sexualité. Donc, nos objectifs pour aujourd'hui sont de présenter des nœuds de compréhension relatifs aux éléments de continuité et d'apporter des clarifications. Donc, on essaie d'avoir une structure la plus simple à suivre possible. Si vous êtes inscrite à la formation, vous devriez avoir reçu le PDF de la formation. Pour les personnes qui nous écoutent en rediffusion, ben, vous pouvez nous suivre. La trame devrait être facile à suivre. On a construit ça comme ceci, dans le fond. On prend des éléments de continuité du programme ECR à CCQ. Donc, premièrement, on va faire les finalités des programmes. Ensuite, toute l'éthique dans le programme CCQ, c'était déjà présent en ECR. La partie dialogue et finalement la partie posture. Donc, ceux qui ont des questions plus sur la sociologie, sur l'éducation à la sexualité, ça va faire partie de la formation compréhension enrichie des éléments de nouveauté. Donc là, aujourd'hui, on se concentre sur qu'est-ce qui était déjà présent en ECR. Donc, vous voyez à gauche, là, on va suivre, on va bien savoir où est-ce qu'on est rendu dans finalité, dans éthique, dans dialogue ou dans posture. La première diapo va nous demander c'est quoi le nœud de compréhension qu'on va adresser, sur lequel on va se concentrer. Puis nous, après ça, on va alterner, puis on va donner des clarifications, souvent avec une citation choisie du programme. Donc, les clarifications qu'on peut apporter pour une meilleure compréhension commune du programme CCQ. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder tout au long de la formation. Donc, si le plan vous convient, on débute ça dès maintenant avec les finalités du programme CCQ. Pour rappel, je vous les renomme. La principale finalité du cours CCQ, c'est de préparer à l'exercice de la citoyenneté québécoise, ce qui est une nouveauté là, comme finalité. Elle n'était pas présente dans le cours ECA. Mais les deux autres étaient là sous une autre forme. Viser la reconnaissance de soi et de l'autre, on rajoute en CCQ, et poursuivre le bien commun. Donc, ces deux finalités-là étaient présentes. Maintenant, on rajoute préparer à l'exercice de la citoyenneté québécoise. Puis, on profite, on n'a pas vraiment, dans une formation enregistrée, parlé justement de ces finalités-là très en détail. Donc, on en profite ici pour faire des nœuds de compréhension face aux finalités du programme qui sont centrales, qui sont les bases du cours. Donc, les nœuds de compréhension qu'on a ciblés, c'est qu'est-ce qui est attendu dans la préparation de l'exercice de la citoyenneté québécoise? Donc, si c'est ça la finalité, qu'est-ce que c'est l'exercice de la citoyenneté québécoise, la préparation? Qu'est-ce qu'on entend par bien commun dans le programme CCQ?
Et finalement, comment peut-on articuler la reconnaissance de soi et de l'autre et la poursuite du bien commun? Comment on peut articuler ces deux finalités-là? Donc, on va prendre chacun de ces nœuds-là, un à la fois, puis on va essayer de les défaire pour vous. Donc, premier nœud, qu'est-ce qui est attendu dans la préparation à l'exercice de la citoyenneté québécoise? Donc, si on va directement au programme à la page 4, on nous précise que les élèves deviennent peu à peu des citoyens à la fois éclairés et empathiques, capables de développer des points de vue nuancés et de prendre leur place dans la vie démocratique à l'intérieur et à l'extérieur du contexte scolaire. Quand on a l'expression de préparer à l'exercice de la citoyenneté, ben, un des éléments sur lesquels on veut insister, c'est que ce n'est pas exercer la citoyenneté dans le cadre du cours, c'est vraiment de préparer à l'exercice de la citoyenneté. Puis au fond, ben, ce sont les compétences qui permettent de préparer les élèves à exercer leur citoyenneté. Donc les deux compétences, pour rappel, on a la compétence 1, étudier des réalités culturelles, et la compétence 2, réfléchir sur des questions éthiques. Dans le cadre du cours, quand je dis qu'on ne veut pas que les élèves exercent leur citoyenneté, à quoi je pense? Si à quoi on pense, c'est par exemple de demander aux élèves d'endosser une cause, un mouvement ou un parti politique. Ce n'est pas l'objectif là, ici, dans le cadre du cours. C'est pas en préparant, on ne veut pas que les élèves là, préparent des pancartes pour aller manifester, puis là, on évalue les meilleures pancartes. Bravo au petit Jérémy, au petit William qui ont fait des super belles pancartes. Ce n'est pas l'objectif du cours. C'est pas non plus en faisant un coup d'éclat médiatique, en bon français, là, un stunt, si vous voulez, ou encore en faisant venir les médias pour montrer une production individuelle ou collective en lien avec une cause. Donc, il pourrait avoir des variantes de ça, mais on ne veut pas nécessairement le faire pour une cause ici, parce que ça, c'est des éléments qui relèvent soit du parascolaire ou encore de l'engagement communautaire, donc du service de SACEC, de l'entrepreneuriat. C'est plus dans ces éléments-là de la vie scolaire que ça va prendre place. Quand on dit aussi que dans la citation, les élèves sont capables de prendre leur place dans la vie démocratique à l'intérieur du contexte scolaire, bien, ça ne fait pas référence exclusivement justement au programme Culture et citoyenneté québécoise. Ça inclut entre autres les élections scolaires, les simulations électorales. Donc, il y a généralement là, quand il y a des élections au provincial et au fédéral, puis les différents comités qu'on retrouve dans l'école. Donc, en gros, là, le message pour ici à retenir, c'est que le programme Culture et citoyenneté québécoise, ce n'est pas un cours de magasinage de causes à endosser, c'est un cours de compréhension de la société québécoise d'aujourd'hui. Donc, de la même manière, pour les enseignants, enseignantes, puis conseillers, conseillères pédagogiques qui ont travaillé avec le programme Éthique et culture religieuse, bien, ECR, ce n'était pas un cours de magasinage de religion non plus. Donc, c'est un peu le parallèle qu'on peut faire là, pour ici, avec la citoyenneté, puis les différentes causes. Ensuite de ça, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend d'une manière plus positive quand on dit se préparer à l'exercice de la citoyenneté? Ben, le premier élément, c'est de comprendre la société, comme je viens de le dire. Donc, de comprendre les normes, le fonctionnement des institutions, les dynamiques entre les différents groupes qui composent la société, etc. Donc, ça, c'est le premier élément. Ensuite de ça, on va amener les élèves à réfléchir sur les enjeux sociaux de la société québécoise d'aujourd'hui et sur les actions que nous posons, les actions qui seraient à poser. Donc là, on voit bien le lien avec la compétence éthique. Donc, c'est de réfléchir à ce qu'on retrouve comme enjeu dans la société, puis aux différentes manières d'intervenir dans la société. Puis, troisième point, la contribution, contribuer au dialogue démocratique. Donc, c'est de participer à l'avancement des idées, de se préparer à le faire dans le cadre de la classe, d'être capable de faire entendre sa voix de différentes façons, encore une fois, dans le cadre de la classe, donc à l'oral, évidemment, par le dialogue, mais ça peut être aussi par l'écrit, par des actions dans le contexte scolaire de la classe. On veut donc amener les élèves à étudier des objets d'étude à petite, puis à grande échelle pour comprendre la société, comprendre la manière dont les gens se comportent, puis dialoguer à propos de ce qui se passe dans la société. Donc, on parle souvent de dialogue démocratique, c'est un peu ça, d'accepter les désaccords, entre autres. Donc, une finalité qui est de poursuivre le bien commun, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend par bien commun dans le programme CCQ? Donc, à la page 4, on nous précise que
Ainsi, la poursuite du bien commun renvoie à trois actions principales: la promotion de l'État de droit laïque, des principes et des idéaux démocratiques de la société québécoise, la recherche de valeurs communes et la valorisation de projets qui favorisent la participation à la vie démocratique. Ici, on a eu un travail de cibler une bonne citation parce que il y en avait beaucoup. On a eu de la difficulté à dire laquelle qui est vraiment bonne, qui permet de bien comprendre qu'est-ce qu'on entend par poursuivre le bien commun, parce que les paragraphes qui suivent cet extrait-là dans le programme permettent très bien aussi de comprendre ce qu'il en est. Donc, un autre extrait qu'on n'a pas mis ici, mais qui est vraiment important, puis sur lequel je vais insister ensuite, c'est que la poursuite du bien commun, ça implique l'articulation des droits et des libertés fondamentales avec la pluralité des points de vue et des perspectives sur les choix collectifs qui devraient être privilégiés dans la définition et la redéfinition des modalités du vivre ensemble. Donc, là, c'est une grosse citation que je dis à l'oral. C'est à la page 4. Si vous allez dans le programme, c'est pour ça qu'on met les petites pages, vous pouvez aller y faire référence. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est un point sur lequel je vais insister encore tantôt. Les modalités du vivre ensemble sont redéfinies selon chaque contexte. Ça ne veut pas dire toujours la même chose, le vivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble? Est-ce que ça veut dire qu'on doit tous s'entendre, tous avoir le même point de vue, avoir un consensus? Est-ce que ça veut dire qu'on doit tous agir de la même façon? Est-ce que ça veut dire qu'il faut accepter que les personnes vont agir différent de nous? Est-ce qu'il faut accepter qu'on ne s'entendra pas sur ce qui devrait être fait? Bien, c'est ça, justement, qui devient intéressant comme objet d'étude, c'est qu'on va réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire dans un contexte particulier selon chaque contexte. Un autre extrait qu'on n'a pas mis ici par manque d'espace, mais c'est que la poursuite du bien commun consiste à mettre à profit le dialogue dans la recherche de valeurs et de principes communs, ainsi que dans la reconnaissance des décalages entre les idéaux et la réalité, laquelle comprend également des inégalités, des rapports de pouvoir et certains désaccords irréconciliables. Donc, il faut accepter en société que nécessairement sur certaines questions, on ne va pas s'entendre. Il y a très peu de choses sur lesquelles il y a vraiment un consensus parmi tous les gens dans une société. Donc, sur les autres éléments, il faut apprendre en tant que futur citoyen, en tant que citoyen en formation, en tant que jeune citoyen, à accepter et à apprendre les désaccords. Puis ça se fait à travers le dialogue, puis à travers la recherche de valeurs et de principes communs. Donc, on va se questionner, on va les rechercher dans une situation. C'est quoi les valeurs qui sont communes pour une situation en particulier? Un autre élément qui est dit dans la citation que je viens de nommer, c'est qu'il faut reconnaître les décalages entre les idéaux et la réalité. Puis un exemple de ça, pour le mettre peut-être de manière plus concrète, c'est l'écart entre l'égalité de droit et l'égalité de fait. Puis si je ne me trompe pas, là, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le thème justice et droit en quatrième secondaire. Là, sous justice, on a égalité de droit, égalité de fait. Si je ne me trompe pas, sous toute réserve. Donc, l'égalité de droit, c'est le fait que ben, tout le monde, on est dans une société de droit, tout le monde a les mêmes droits en théorie, mais l'égalité de fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas exactement comme ça dans la réalité. Donc, il y a un écart, un décalage entre les idéaux et la réalité. Ce qui se passe dans la société, ça ne correspond pas toujours aux principes puis aux grands idéaux qu'on a dans la société. Puis ça, ben, il faut le reconnaître si on veut cheminer, s'il veut avancer. Ce n'est pas en se fermant les yeux puis en se disant, ben non, on a une égalité sur papier que c'est une vraie égalité quand on regarde les faits. C'est un exemple de ce passage-là. Dernier extrait que je vous lis sans support visuel, c'est que les situations mettent plutôt en évidence l'importance de s'appuyer sur les principes et les idéaux démocratiques pour prendre des décisions qui s'appliquent à la collectivité. Un exemple ou des exemples de principes démocratiques, c'est, comme je viens de dire, l'état de droit, donc les droits fondamentaux, les droits politiques, les droits judiciaires, tout ça, des élections justes et équitables, accepter le résultat des élections. Donc, autrement dit, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on ne va pas prendre des décisions sur des sujets, des enjeux qui s'appliquent à la collectivité. On ne va pas prendre des décisions uniquement en se basant sur nos propres préférences personnelles. On pourrait les considérer, mais il faut considérer aussi dans les paramètres que ça s'inscrit. Donc, ça, c'est entre autres les principes démocratiques de la société québécoise.
Ça fait beaucoup d'informations. Ce ne sera pas toujours des citations que je vous lis, là. Faites-vous-en pas. On a pris le plus intense au début, finalité. Et dernier nœud de compréhension pour les finalités, ben, comment on peut articuler la reconnaissance de soi et de l'autre avec la poursuite du bien commun? Donc, la reconnaissance de soi est une des conditions du développement de la pensée critique, puisque sans reconnaissance de sa propre valeur, indépendamment des différents regards critiques qui peuvent être portés sur ses idées et ses valeurs, il est difficile de procéder à une mise à distance de celle-ci et d'en faire l'examen. Quand moi et Alex, on va faire notre épicerie, on se fait souvent demander par les gens qui nous croisent dans le rayon des légumes, tout ça. Non, ça, c'est pas vrai, c'est une petite blague. Mais on se fait souvent demander plutôt par des enseignants et des conseillers pédagogiques. Considérant qu'il y a l'ajout de la reconnaissance de soi à la reconnaissance de l'autre dans le programme, est-ce que ça fait en sorte que c'est un programme où on devra toujours tourner tous les apprentissages vers chaque élève? Là, j'exagère un peu, là, des fois, ce n'est pas aussi gros, mais est-ce qu'on veut un programme qui développe l'ego des élèves ou est-ce que c'est un programme qui est individualiste parce qu'on a ajouté la reconnaissance de soi? C'est une question qui est tout à fait légitime. C'est pour ça qu'on a décidé d'en parler aujourd'hui. Donc, pour répondre à ça, ben, je me tourne encore vers le programme, mais je vous jure que ce n'est pas toujours comme ça qu'on va fonctionner. Dans le programme, on lit que la prise en compte du contexte relationnel dans lequel se vit la reconnaissance de soi et de l'autre est incontournable pour le développement de la personne et la construction d'une culture publique commune, considérant la société québécoise dans toute sa complexité et répondant aux besoins diversifiés de la population. Donc, ce qui est intéressant ici et important, c'est le contexte relationnel dans lequel se vit la reconnaissance de soi et de l'autre. Euh, Ça, c'est fondamental pour justement comprendre que ce n'est pas un programme qui est uniquement individualiste. On veut considérer comment justement les individus se construisent ensemble. Puis à propos de l'articulation des deux finalités, bien, on peut aussi lire dans le programme que la poursuite du bien commun s'appuie sur la conscience de l'interdépendance des individus, des groupes et de l'environnement. Donc, on n'est pas uniquement tourné justement vers des individus. On est conscient que c'est une société, puis dans une société, il y a des liens et une interdépendance entre les individus, entre les groupes, puis avec également l'environnement. Plus tôt, j'ai dit que le bien commun puis le vivre ensemble, ça se redéfinissait en fonction de chaque contexte. Puis c'est aussi vrai pour la reconnaissance de soi et de l'autre, puis pour la manière d'articuler cette finalité-là à la poursuite du bien commun. Donc, il y a toujours comme une espèce là, je vais utiliser des termes de mécanique là, pour ceux qui conduisent. Là, quand on appuie sur l'accélérateur avec une voiture manuelle, des fois on appuie sur l'embrayage, la clutch en bon français. Donc, il y a tout le temps un dosage selon chaque situation, chaque contexte, on va réfléchir à qu'est-ce qui devient pertinent puis intéressant ici. Donc, en gros, là, le mot-clé, c'est poursuivre le bien commun et viser la reconnaissance de soi et de l'autre. Ça change selon la situation. On n'a pas à tous voir les choses de la même façon. On n'a pas à arriver au même point de vue. Il faut accepter qu'il va y avoir un dissensus, apprendre à composer dans une société où il y a plusieurs points de vue qui coexistent, qui sont valides, où il y a plusieurs valeurs, plusieurs normes. En termes un peu plus complexes, on parle de plurinormativité. Il y a plusieurs normes qui sont capables de coexister dans une société. Puis, dernier point par rapport à ça, qui est intéressant à toutes les échelles là, dans le programme, c'est qu'il ne faut pas opposer l'individuel et le collectif. C'est pas soit on valorise l'individu ou on se tourne vers les choix individuels, soit on se tourne vers le collectif. Donc, entre la reconnaissance de soi, par exemple, et de l'autre, et le bien commun, ce n'est pas un choix qu'on a à faire. Les deux peuvent être en tension, l'individuel puis le collectif, dans certains contextes, mais ce n'est pas tout le temps en opposition, puis il faut trancher entre un et l'autre. Il y a plus de nuances là, par rapport à ça. OK, on rentre dans le croquant avec l'éthique. C'est l'élément de continuité pour lequel on a ciblé le plus de nœuds de compréhension. Donc, on en a ciblé 5 pour vous. Donc, d'abord, les situations permettant de réfléchir sur des questions éthiques. Ensuite, la formulation des questions éthiques. La place de l'éthique du care en CCQ. Les erreurs de raisonnement, autrefois appelées entrave au dialogue en ECR. Et les repères qui fondent les idées. Donc, on débute avec les situations permettant de réfléchir sur des questions éthiques.
Donc, une question éthique, là, la définition à la page 61 du programme, c'est une question portant sur un sujet de réflexion ou un problème à résoudre concernant des principes, des valeurs et des normes que se donne une personne ou les membres d'un groupe pour guider et réguler leur conduite. Dans le programme, on parle de situation pour parler à propos de quoi les questions vont porter. Donc, quand on regarde les compétences, on va parler de situation. Puis ça, l'élément qu'on veut dire ici, c'est que les situations peuvent être individuelles comme elles peuvent être collectives. Donc, ça peut impliquer une seule personne ou impliquer un groupe. Une personne seule peut se retrouver devant un dilemme éthique, un choix éthique à faire, comme une collectivité, un groupe d'un plus ou moins grand nombre vont devoir prendre des décisions des fois. Ça peut être aussi des situations qui sont réelles ou qui sont fictives. Donc, on peut prendre des cas de l'actualité, des cas récents, puis on peut prendre effectivement des situations fictives. Donc, à partir de quoi, où est-ce qu'on va chercher, où est-ce qu'on va puiser des situations? Donc, comme j'ai dit, ça peut être fictif, des points de vue fictifs qu'on va en tant qu'enseignant, en tant que conseiller pédagogique, équipe école, équipe centre de service scolaire, concevoir sur mesure pour le contexte pédagogique, pour notre intention qu'on a. Donc, on peut vraiment monter ça là, sur mesure. Il n'y a pas de superflu. On s'en va directement au point qu'on veut selon les composantes de compétences qu'on veut travailler, les éléments de contenu qu'on veut travailler également. On peut s'appuyer sur la littérature jeunesse. Et là, ici, je profite de l'occasion. Quand je dis littérature, ça ne veut pas dire de lire un ouvrage de 200, 300, 400 pages. On sait la réalité de la classe, évidemment, en CCQ, le nombre de périodes, le temps alloué. Euh, on peut prendre un extrait d'une, deux, trois, quatre pages. On peut travailler en collaboration avec un enseignant aussi d'une matière, par exemple français, là, dans ce cas-ci, si c'est le cas. Donc, s'il y a un ouvrage qui est lu en français, bien, on peut réinvestir ça ensuite en CCQ, puis ça devient gagnant-gagnant. On peut prendre des extraits de films. Là, j'insiste sur le mot extrait parce que c'est la même chose qu'avec la littérature. On peut aller prendre un passage, un 5, 10, 15 minutes qui est intéressant pour nous, expliquer peut-être avant, après aux élèves, un extrait de série, un extrait de documentaire, des débats, des entrevues, des chroniques, des éditoriaux. Une publication sur les réseaux sociaux peut aussi servir pour ça. On peut utiliser des témoignages, etc. Donc, il y en a peut-être là qu'on oublie. Vous avez peut-être d'autres idées en tête. Donc, on peut vraiment puiser un peu partout là, tout ce qui nous inspire. Ce qui est surtout important, c'est que notre situation contienne une dimension éthique que les élèves pourront dégager parce que la composante de compétence, c'est de dégager la dimension éthique d'une situation. Donc, ça doit être clair, ça doit être évident pour les élèves, surtout à partir du moment où ils ont une meilleure connaissance, là, secondaire, quand on arrive en milieu d'année, secondaire 2, secondaire 4, secondaire 5, là, les élèves doivent être en mesure de dégager par eux-mêmes la dimension éthique. Il faut que ça soit évident, il ne faut pas que ça soit ténu là, comme lien. Donc, on a inventé une situation là, pour que ce soit plus concret. Donc, voici un exemple concret qui pourrait être fait en CCQ. Donc, on a ciblé la première secondaire comme niveau. La réalité culturelle ou le thème de vie collective et espace public, puis qui touche les concepts d'éco-responsabilité, de participation citoyenne, d'espace public et d'espace privé. Donc, je vous lis la petite mise en situation fictive dans ce cas-ci. Depuis quelques mois, la situation à la cafétéria de l'école s'est détériorée. Tout est à l'envers autour des poubelles. Les gens ne rapportent plus pas leurs plateaux et les poubelles débordent. On retrouve principalement trois sources de déchets, soit des emballages de toutes sortes, de la vaisselle jetable, des repas servis à la cafétéria et, enfin, des restes alimentaires. En conséquence, personne ne veut s'asseoir aux places qui se trouvent à proximité des poubelles en raison d'odeurs et de la nourriture qui se retrouve par terre. Des élèves ont ainsi commencé à aller manger leur repas dans différents endroits de l'école qui ne sont pas prévus à cet effet. C'est une situation vraiment dystopique, catastrophique. On ne veut jamais se retrouver là-dedans. Mais donc, c'est une situation fictive, un exemple de situation fictive qui implique bon, à la fois des individus et des groupes. Donc, si jamais là, on cherche à justement poser une question éthique, bien, on pourrait cibler des individus, des élèves. On pourrait cibler des groupes comme le comité d'élèves, l'équipe responsable de la cafétéria, par exemple. On est peut-être dans les groupes, un petit groupe, mais un groupe quand même. Donc, voilà. Et pour déterminer qu'on a une situation qui contient une dimension éthique,
Bien, le plus simple, c'est d'identifier des tensions. Donc, dans le programme, on parle de tensions entre des conduites, des expériences, des règles, des valeurs et des normes. Donc, ici, dans les conduites, bien, on a le fait que les gens ne rapportent pas leur plateau au bon endroit. Ensuite, on a aussi des expériences. Les élèves ne veulent pas s'asseoir à proximité des poubelles en raison des odeurs, en raison de l'insalubrité. Et puis, il y a des élèves qui préfèrent manger ailleurs qu'à la cafétéria. Donc là, on est dans les expériences. Il y a aussi des règles. Donc, à la toute fin, là, on apprend que les règles de l'école interdisent de manger ailleurs qu'à la cafétéria. On a des valeurs, donc l'environnement. Puis là, l'environnement, on peut le voir de différentes façons. On peut le voir avec un petit E, l'environnement de l'école, à la cafétéria, donc les déchets qui nuisent à avoir un environnement sain, agréable dans la cafétéria. Puis l'environnement avec un grand E, les déchets multiples qui vont avoir ultimement un impact sur l'environnement parce qu'ils seront enfouis, par exemple. Et puis des normes. Donc, on peut dire que de manière générale, dans la société, on tend à réduire les déchets autant que possible. Donc, il y a une norme par rapport à ça. L'utilisation de vaisselle jetable à la cafétéria, puis l'absence de compost, par exemple, vont à l'encontre des normes actuelles dans la société. Donc, ces tensions-là vont mener à la formulation de questions éthiques qu'on va aborder à l'instant. Donc, la formulation des questions éthiques. Une question éthique, c'est une question portant sur un sujet de réflexion ou un problème à résoudre concernant des principes. C'est la même citation, mais on ne met pas en gras les mêmes éléments. Donc, concernant des principes, des valeurs et des normes que se donne une personne ou les membres d'un groupe pour guider et réguler leur conduite. L'éthique, ça s'adresse à propos des conduites humaines. On s'est Donc, rendu si compte. on reprend. Ah, vas-y. Non, non, je te laisse poursuivre, je compléterai. Ah, OK, parce que c'est vrai, tu allais à l'autre situation. OK. On s'est rendu compte, donc, brièvement, qu'il y avait certaines méconceptions, ou en tout cas, dans certains documents qui ont circulé, qui ont été faits à l'époque du programme ECR, de ce que constitue, de c'est quoi une question éthique. Une question éthique, puis là, il y en a peut-être qui ont lu ces documents-là. Donc, on avait, entre autres, là, des questions de compréhension, puis là, on disait que ça pouvait être une question éthique. Donc, une question de compréhension, ça serait, dans le cas de la situation, qu'est-ce qu'une initiative éco-responsable? Là, on va essayer de chercher, OK, c'est quoi une initiative éco-responsable? Mais ça, c'est pas vraiment une question éthique parce que ça porte pas sur les conduites. On se donne pas des. On cherche à comprendre c'est quoi. Une question éthique, c'est pas non plus une question d'identification de points de vue ou de normes ou de raisons ou de valeurs. Donc, pourquoi les gens vont-ils manger à l'extérieur de la cafétéria? C'est pas non plus une question éthique. C'est une question préalable qui nous permet de peut-être comprendre la situation. On sait pourquoi il y a eu ça. C'est que dans le contexte d'éthique et culture religieuse, il n'y avait pas l'équivalent de notre nouvelle compétence 1 qui permet d'étudier et de comprendre une réalité culturelle ou une situation éthique. Donc, il y avait des prérequis qui étaient nécessaires avant de mener une démarche de réflexion éthique. Les deux compétences ne travaillaient pas ensemble sur les mêmes thèmes. Donc, on avait une compétence en culture religieuse avec des objets d'apprentissage, des objets d'étude, puis on avait une compétence en éthique, en réflexion éthique, qui, elle, nécessitait qu'on s'intéresse, qu'on cherche à comprendre, puis à identifier des points de vue, puis des normes, puis des valeurs qui sont présentes. Mais ça, on le retrouve maintenant dans la compétence 1. Donc, ça devient beaucoup plus simple de déterminer c'est quoi une question éthique parce qu'on n'a pas ces différentes catégories-là qui sont à côté. Simplement, là, une question éthique, puis c'est un peu dans la définition, une question éthique, c'est une question qui amène les élèves à réfléchir aux comportements qui devraient être adoptés ou encore qui seraient acceptables. En gros. Donc, si on reprend la même situation là, dont on vient de parler, ben, une question éthique, ça pourrait être formulée comme ceci. Ça, c'est la version la plus achevée. Quelles seraient les meilleures initiatives éco-sociales à mettre en place à la cafétéria de l'école pour améliorer la situation? Mais ça pourrait être aussi simple que là, on est en première secondaire.
que peut-on faire dans cette situation ou que devrait-on faire dans cette situation ou quelque chose de ce genre-là. Donc, c'est important de ne pas passer énormément de temps à la formulation de questions éthiques parce que des fois, ça peut être très chronophage d'avoir la question parfaite, alors que ce qui nous intéresse surtout, c'est le reste de la réflexion éthique. Donc, c'est un point de départ, une question éthique. Surtout dans le contexte d'enseignement où on a 50 heures, par exemple, en première, deuxième et cinquième secondaire. Si formuler une question éthique, ça devient justement chronophage, ça prend beaucoup de temps, ça prend 15-20 minutes. Trouver la bonne question éthique parfaite, ben, on vient de passer beaucoup de temps sur la question, puis pas beaucoup de temps sur ce qui va suivre. Donc, l'élaboration de points de vue, la comparaison de points de vue, ça devient peut-être pas toujours la meilleure chose à faire. Donc, si les tensions ont été bien identifiées, si la situation est claire, ben, on peut aller avec des questions un peu plus simples. Ici, ben, autre point, là, c'est ça, on a une question très précise, la première, on a 2 questions générales, la deuxième et la troisième. On a aussi une question ouverte, donc la deuxième, que peut-on faire? Donc là, ça ouvre à beaucoup de choix. Puis on a 2 questions plus de priorisation ou de hiérarchisation. Dans la première, quelles seraient les meilleures initiatives? Puis dans la troisième, que devrait-on faire? Donc là, on dirige vers une meilleure option, par exemple, dans ce cas-ci. Puis tout ça, ben, c'est possible. Selon ce qu'on souhaite faire, là, on peut orienter les élèves dans une direction. Si on est en début d'année, en début de cycle, si au premier cycle, si on veut travailler un aspect précis, puis on peut aussi les laisser choisir. La question éthique, là, c'est le commencement de la réflexion. On ne souhaite pas trop complexifier cette étape-là. C'est important que ça soit clair, que ça soit pertinent. Mais on veut surtout que les élèves réalisent la démarche qui va suivre la formulation de questions éthiques, particulièrement si la dimension éthique de la situation, bien, ça a été clairement exposé. C'est évident, les tensions sont présentes. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là? Puis on va aller s'intéresser aux autres composantes de compétences par la suite. On poursuit avec la place de l'éthique du CARE. Donc, vous savez que le CARE a été intégré les éthiques du CARE ont été intégrées au programme CCQ. Donc, à la page 21 du programme, on nous précise que considérer les expériences pertinentes en lien avec la question éthique permet d'approfondir l'examen des points de vue et de tenir compte de certains de leurs aspects les moins manifestes. Donc, vraiment de se concentrer sur les expériences. Donc, comment l'éthique du CARE s'intègre-t-elle dans la compétence 2, la compétence éthique en CCQ? Bien, il faut savoir que le CARE, ce n'est pas une posture différente, c'est pas sortir de la compétence. Si vous faites comme il faut la compétence 2, c'est déjà intégré. Donc, les explicitations, on les a ciblées qui sont davantage liées à l'éthique du CARE, mais on a déjà, dans dialoguer, tenir compte des points de vue, des ressentis et des expériences des autres. Dans l'examen des points de vue, on a aussi considéré des points de vue et des expériences. Et dans l'élaboration de points de vue, on a évalué les effets des réponses sur soi, les autres, les relations et la société. Donc, vous voyez que les éléments de l'éthique du CARE, puis si vous voulez en apprendre davantage sur l'éthique du CARE, vous pouvez aller visionner notre formation là, sur la compétence 2, sur l'éthique, où on va plus en détail dans le sujet. Mais vous voyez que c'est vraiment, ceux qui connaissent l'éthique du CARE, vous voyez que c'est intégré à la compétence. Donc, en faisant tous les aspects, tous les éléments de la compétence, vous allez faire de l'éthique du CARE. Si vous aviez des activités qui étaient faites en éthique, puis vous voulez vraiment là, les adapter par rapport à la compétence éthique en CCQ, ben, il y a peut-être des petits ajustements qui pourraient être faits, des fois, justement, dans dans ce qu'on va tenir compte. Est-ce qu'on va tenir compte des expériences? Donc, tout dépendamment des activités, des situations qu'on a, il y a des fois que ça ne s'appliquera pas, il y a des fois que ça va s'appliquer. Et puis, donc, il y a peut-être certains petits ajustements à faire si on souhaite vraiment appliquer la compétence là, renouvelée. Qu'on peut se demander, par exemple, si justement on a enseigné beaucoup SCA, puis peut-être qu'on découvre avec CCQ les études du CARE, c'est ben, comment on fait pour avoir accès aux expériences et aux ressentis dans une situation? Comment on fait pour avoir accès aux expériences puis aux ressentis?
quand on parle d'intégrer l'éthique du care, on ne cherche pas à systématiquement, c'est un complément d'information, on ne cherche pas à systématiquement prioriser l'importance des expériences et des ressentis des personnes qui sont impliquées dans la situation. C'est intégré dans la compétence comme ça, on parle de considérer, tenir compte, c'est pas de prioriser. On veut, c'est ça, surtout en tenir compte dans le processus de réflexion éthique. Puis ça, ben, c'est ça, c'est un certain changement par rapport à ce qu'on trouvait en éthique et culture religieuse. Une manière d'y avoir accès, puis là, ça, c'est une des manières, et il y en a plein d'autres, c'est par les articles de nouvelles. Souvent, les articles de nouvelles vont aller s'intéresser à une situation, on va questionner des personnes sur les conséquences d'un événement, par exemple. Donc, petite, petite parenthèse là, ici, ou petite explication, dans notre équipe de travail qu'on a présenté au début, on s'envoie souvent des articles qui sont intéressants par rapport au programme qui peuvent justement aborder certains éléments de contenu en culture et citoyenneté québécoise. Puis là, ben, on en a pris un qu'on a travaillé il y a quand même un certain temps, là, déjà, là, il y a quelques 6 mois environ, parce qu'on avait travaillé un peu cette formation-là au printemps. Et puis, à partir de ça, ben, on a identifié là-dedans des expériences et des ressentis. Donc, c'est quand même assez évident. Vous allez voir dans ça, on est capable de distinguer d'un côté, c'est ça, les expériences et ressentis, puis de l'autre côté, les points de vue. Donc, quand on lit un article, quand vous lisez des articles, ben, si vous vous exercez à chercher ce qui est une expérience, un ressenti puis un point de vue, à distinguer les deux, vous allez développer ça, ça va devenir un réflexe. Puis ça, vous allez en profiter dans votre planification puis dans votre enseignement parce que ça va devenir vraiment évident. C'est pas très complexe, là, comme vous allez le voir. On a des mots-clés qui viennent nous pister. Donc, petite description de l'article. C'est un article qui aborde les conséquences professionnelles qui découlent d'un accouchement et qui surviennent même si c'est interdit dans la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, une sorte de discrimination là, envers les mères qui ont de jeunes enfants. On interviewe donc dans l'article une femme qui a vécu une situation comme ça à son retour de congé de maternité. Donc, citation dans l'article, la mère dit « On m'a dit que même si je faisais beaucoup de temps supplémentaire depuis mon retour, ça ne serait pas possible de me garder là, parce que je ne donnais pas mon plus plus. Ce n'est pas une faute, c'est vraiment comme ça. On m'a alors offert un poste dans un autre département, mais celui-ci a été coupé 4 mois plus tard. J'ai su par la suite que la direction savait qu'il allait être coupé. J'ai trouvé ça insultant, glisse la mère de 2 adolescents. Je n'ai pas été soutenu ni supporté. On a manqué d'empathie à mon égard. Je trouve qu'on a été très dur avec moi. Donc ici, elle décrit son expérience. La première partie, c'est vraiment son expérience, ce qu'elle a vécu. Puis là, à partir du moment qu'elle dit « j'ai trouvé ça insultant », bien là, on tombe un peu plus dans le ressenti. Donc, quand on considère ces éléments-là dans notre réflexion éthique, bien, on le fait intégrer l'éthique du care. Le point de vue, lui, d'un autre côté, plus tard dans l'article, donc, la mère dit c'est inacceptable, les chances ne sont pas égales pour les mères et c'est injuste. Ça ne devrait plus avoir lieu. Les ressources humaines doivent revoir leurs formules, les employés doivent être conscientisés et les gestionnaires doivent être mieux formés, au moins pour éviter les jugements et la stigmatisation. Donc, dans ça, la distinction est assez claire. Là, quand on arrive au point de vue, on a le verbe devoir, là, à chaque fois, c'est comme une piste qui nous dit, ben voilà, ça c'est un élément du point de vue. Puis on a même là, certains repères, là, parce que l'évitement des jugements, de la stigmatisation, on peut commencer à parler de repères un peu, mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard tout à l'heure. Donc, vous savez que maintenant, ce qui était appelé les entraves au dialogue en éthique et culture religieuse, ça s'appelle les erreurs de raisonnement. Donc, à quoi servent les erreurs de raisonnement? Ils font partie des éléments de contenu liés à l'exercice des compétences, plus particulièrement à la compétence 2 en éthique ici. Donc, réfléchir sur des questions éthiques développe plus particulièrement la capacité des élèves à examiner divers repères, à évaluer la qualité des idées et de leur mise en relation, ou à identifier les erreurs de raisonnement qui peuvent intervenir dans la construction d'un point de vue.
Première chose ici, on voulait expliquer parce qu'on a eu des questions par rapport à ça relativement récemment sur le changement de nom. Donc, Alexandre l'a dit, ça s'appelait des entraves au dialogue, c'est maintenant des erreurs de raisonnement. C'est des éléments de contenu, des erreurs de raisonnement qui sont beaucoup plus pertinents lorsqu'ils sont associés avec la compétence éthique que lorsque c'était avec le dialogue, comme c'était le cas en éthique et culture religieuse. Donc, ça relève de l'éthique, de la philosophie, de la logique. Donc, c'est pour ça que c'était vraiment plus pertinent, puis avec la réorganisation des compétences, de placer ça en éthique d'une part. Puis, on s'est fait dire, mais pourquoi vous n'avez pas appelé ça les sophismes ou les paralogismes comme au cégep? L'idée ici, c'était de s'intéresser vraiment au raisonnement en tant que tel et non pas à l'intention de la personne. Donc, un sophisme, par définition, c'est fait avec l'intention de tromper. C'est fait de manière fallacieuse. Il y a vraiment l'intention de tromper. S'il n'y a pas l'intention de tromper, on appelle ça un paralogisme. On pourrait dire que c'est fait un peu naïvement, un paralogisme. Puis là, c'est devenu assez consensuel, puis assez rapidement dans les travaux de rédaction qu'on ne souhaitait pas introduire de réflexion là, sur l'intention de la personne qui a émis des propos, parce que ça ajoute quand même beaucoup de complexité. Donc, d'un côté, parler d'entrave au dialogue, ben là, en plaçant ça avec l'éthique, ça devenait moins pertinent. Puis d'un côté, appeler ça sophisme, ben, ça demandait de parler de paralogisme aussi, puis de parler d'intention. Puis là, finalement, ben, on veut surtout s'intéresser au raisonnement. Donc, le libellé erreur de raisonnement est devenu rapidement approprié et consensuel dans les travaux. Donc, il y a vraiment un bon nombre d'erreurs de raisonnement, vous voyez dans la colonne de gauche, là, qui étaient déjà présents en ECR, qui sont encore dans le programme CCQ. Mais on va attirer votre attention sur les 4 nouveaux, c'est-à-dire l'appel à la traduction, les nouvelles erreurs, l'appel à la nouveauté, l'appel aux émotions, 4 appels, et l'appel à l'ignorance. On a trouvé des petits exemples relativement simples, fictifs aussi. Donc, c'est pas tiré de notre vécu. Je le dis pour les 2 premiers, là, pour pas que vous pensiez qu'on a quelque chose contre les campagnes de financement, mais c'est ça. Donc, c'est les 2 premiers, ils touchent les campagnes de financement. Donc, un appel à la tradition, quelqu'un qui dirait on devrait garder la même campagne de financement pour l'école parce que ça fait 10 ans que c'est celle-là qu'on fait. Ben, OK, c'est bien, mais là, juste parce que ça fait 10 ans que c'est ça que tu fais, c'est pas nécessairement le meilleur argument. On est dans l'appel à la tradition. L'appel à la nouveauté, ben là, c'est complètement l'inverse. On devrait changer de campagne de financement pour l'école. J'ai vu qu'il y en avait une nouvelle proposée par le fournisseur. Ben, OK, elle est nouvelle. Ça va-tu être mieux? On va-tu avoir un bon rendement pour les élèves? Tu sais, la nouveauté, c'est pas toujours bon. Donc, si on fait appel à la tradition juste basé sur la tradition, ben c'est pas bon. Puis si c'est juste sur le fait qu'on a quelque chose de nouveau, ben c'est pas nécessairement bon non plus. Il faut autre chose dans l'argumentation. Ensuite, pour l'appel aux émotions, ben, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en publicité, puis dans la désinformation, les fausses nouvelles, parce que quand on vient susciter des émotions négatives comme l'indignation, comme la peur, ça crée de l'engagement. Puis là, avec la monétisation des plateformes, mais si on a de l'engagement, on a des personnes qui écoutent, on a des personnes qui cliquent, on a plus de visionnement, on apparaît plus tôt avec les algorithmes, tout ça. Donc, c'est assez payant de créer des émotions. Puis en publicité, ben, ça fait vendre. Donc, là, j'ai mis 2 distinctions. Puis évidemment, il y a tout le temps des nuances, puis on pourrait aller plus loin. L'idée, c'était de donner des exemples ici. L'appel aux émotions, ça peut être évident, ça peut être clair, ça peut être explicite. Quelqu'un qui dirait ah, je vais vous raconter quelque chose là, à quoi j'ai pensé puis qui m'a fait peur. Tel parti politique propose de faire telle action. Moi, personnellement, là, ça me fait peur de penser qu'on pourrait faire ça. Mais là, c'est évident. On utilise la peur. On parle de peur au début, on parle de peur à la fin. On ne s'intéresse pas tant à ce qui est proposé de faire. C'est vraiment l'émotion qui vient déterminer si c'est une bonne ou une mauvaise chose, la proposition. Ce n'est pas le meilleur argument. On utilise l'émotion dans une façon comme ça, de manière démesurée ou abusive, sans
réfléchir à l'objet là, du débat. Donc, c'est possible, puis je vais revenir là-dessus tantôt, c'est possible qu'une proposition suscite des émotions, mais il faut expliquer, il faut développer, il ne faut pas se limiter à l'évocation de l'émotion. L'appel aux émotions peut aussi être plus subtil, peut chercher à manipuler en suscitant une émotion, mais sans nommer l'émotion. Puis là, ça, on voit beaucoup ça dans la publicité, les publicités traditionnelles ou sur les réseaux sociaux, dans lesquels il y a des personnes qui sont beaucoup trop heureuses pour la situation. Donc, par exemple, il y a des compagnies qui utilisent le bonheur, la joie, le plaisir dans leur slogan, dans leur nom de produit. Euh, alors que c'est des produits de la vie courante qui ne suscitent pas ces émotions-là à proprement parler. Donc ça, c'est une autre forme d'appel à l'émotion, mais qui est beaucoup plus subtile, puis qu'on ne le voit pas tout le temps. Donc là, évidemment, on n'a pas nommé d'entreprise ou de campagne publicitaire pour rester le plus neutre possible, mais je vous invite là, à garder l'œil ouvert là, par rapport à ça. Puis le dernier, c'est l'appel à l'ignorance. Donc, de la même façon, je vais donner deux exemples. Un exemple évident d'appel à l'ignorance, quelqu'un qui dirait hey, il n'y a pas de preuve que les extraterrestres existent, donc ça n'existe pas. Puis là, ça pourrait être exactement l'inverse. Il n'y a pas de preuve que les extraterrestres n'existent pas, donc ils existent. Ouais. Ben, à ça, des formulations comme ça, on peut reprendre les mots d'un sociologue qui s'appelle Gérald Bronner, qui dit l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Donc, ça, c'est vraiment une phrase qui est intéressante. Là. Au souper du samedi, vraiment, là, vous allez épater la galerie si vous utilisez ça. Ça, ben, c'est une stratégie, celle-là, qui est utilisée aussi à plus petite dose, plus subtilement. Puis là, c'est un exemple de changement climatique. C'est un exemple, celui-là, qui est réel, que moi, j'entends là, occasionnellement. Puis la dernière fois, vraiment consciemment que je l'ai entendu, c'est quand il y a eu les énormes pluies cet été, qu'il y a eu un peu partout au Québec. Puis là, ben, une phrase du genre, il n'y a rien qui prouve que les énormes pluies qu'on a subies cet été sont causées par les changements climatiques. Ce genre de rhétorique-là, ça sert à décrédibiliser d'autres études, par exemple, puis dans ce cas-ci, de manière plus générale sur le climat, on peut penser à celle du GIEC. Donc, ce n'est pas, encore une fois, l'absence de preuves qui vient démontrer la vérité d'une argumentation. Puis on peut faire un beau lien ici, là, dernier élément par rapport à ça, un peu plus théorique, je vais dire, mais qui est intéressant en tant que prof quand on parle de fausses nouvelles, avec entre cette erreur de raisonnement-là et ce qu'on appelle la loi de Brandolini, qui dit que la quantité d'énergie qui est nécessaire pour réfuter un mensonge ou une fausseté est beaucoup plus importante que celle qui a permis de le créer. Donc, quelqu'un qui crée une fausse nouvelle, qui répand des faussetés, qui dit quelque chose qui n'est pas vrai, ça prend 5 secondes, ça prend 10 secondes. La personne n'a pas besoin d'y penser, d'être stratégique. Et défaire ça, le démonter, ben là, attends, on va aller faire de la recherche, on va aller lire. J'ai peut-être ça dans mes dossiers, mais peut-être qu'il faut que j'aille lire d'autres éléments. Ça demande beaucoup plus de temps. Donc, ça aussi, c'est un élément qui est intéressant. Dernier point ici par rapport aux erreurs de raisonnement, on s'est fait demander, est-ce que la place des émotions, donc dans la réflexion éthique, l'éthique du care, c'est un appel aux émotions? Puis la réponse à ça, la réponse courte, c'est non. Puis la réponse longue, c'est non, parce que l'erreur de raisonnement, la définition, c'est de détourner l'attention vers des réalités d'ordre affectif sans lien avec l'objet du débat. Donc, c'est d'utiliser les émotions, mais sans vraiment qu'il y ait de lien avec ce dont il est question. Donc, s'il y a un lien qui est à faire, qui est pertinent, bien, on peut utiliser les émotions. Ce qui est problématique, c'est quand il n'y a pas de lien entre l'émotion et l'objet du débat ou qu'on utilise uniquement l'émotion comme argumentation. Donc, on peut l'utiliser, on peut le considérer, on peut en tenir compte, on peut s'en servir comme repère. Et puis, ben, d'ailleurs, c'est là où on est rendu au repère. Les repères qui fondent les idées, notre dernier nœud de compréhension en éthique. On a fait une infographie comme celle-là pour que visuellement on puisse voir un peu la compétence 2. Donc, le personnage je me demande quelles actions sont préférables dans une situation précise. On a parlé de la situation tout à l'heure. Donc, je dois faire appel à la philosophie éthique parce que c'est vraiment pas tous les programmes d'études qui ont à la base deux disciplines comme c'est le cas en CCQ. Donc, nous, vraiment, là, la compétence 1 au secondaire, elle est vraiment
inspirée de la sociologie, et la compétence 2, inspirée de la philosophie éthique. Donc, vous voyez qu'au centre, on a une question éthique formulée à partir de la situation. Donc, dans le fond, que faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Et on voit différents points de vue, des images ici. Donc, des points de vue, c'est dans le fond l'articulation des idées qu'on peut avoir sur cette question éthique-là. Et ces idées-là se basent sur des repères. Donc, ceux qui ont déjà enseigné CCQ et étaient à l'aise avec le concept de repère savent de quoi ils retournent. C'est c'est dans le même sens, mais il y a des petits ajustements qui ont été faits. Donc, de se rappeler que tous n'auront pas le même point de vue, les mêmes idées sur les actions à privilégier selon différents repères. Donc, c'est quoi un point de vue? La définition du programme nous précise que c'est une articulation des idées qu'il est possible d'avoir sur une question éthique. Ces idées s'appuient sur différents repères. Donc, vous vous demandez comment on trouve ça comment on trouvait ces idées? Ben, ça peut être, c'est quoi les arguments, les jugements qui sont mis de l'avant pour justifier cette position. Donc, un point de vue est formé de différentes idées, donc qui pourraient des fois être appelés arguments ou jugements. Puis on peut se demander c'est quoi un repère? Ben, c'est une ressource d'environnement social et culturel à laquelle on se réfère pour alimenter, éclairer sa réflexion éthique. Donc là, peut-être que les exemples vont aider à ce niveau-là. Mais on a différents types de repères. Puis là, c'est important, par exemple, là, ça, c'est pour nous aider à voir à quel point c'est vaste, puis il y a plusieurs choses peuvent être des repères. Mais le but du cours, c'est pas d'aller chercher les types de repères, c'est vraiment de s'intéresser aux repères en soi. Mais les catégories, les types de repères, ça aide quand même à ouvrir l'horizon puis à voir la vastitude des possibles. Donc, il y a d'autres types qui ont été ajoutés pour CCQ. Donc, la colonne de gauche, vous voyez les types de repères qui étaient déjà présents en éthique et culture religieuse. Donc, on avait les repères moraux, religieux, scientifiques. Il y avait littéraires, mais ils ont été regroupés avec artistiques. Il y avait un problème de niveau ici. Donc, vous voyez ceux on a gardé ceux-ci, puis il y a maintenant les repères légaux, réglementaires, des repères historiques, ça peut être des repères techniques, des repères expérientiels, d'ordre affectif, spirituel, pratique, des repères normatifs, des repères traditionnels, des repères intellectuels, et ça peut être d'autres types de repères. Donc, c'est ça. L'important, c'est pas le type de repère, c'est les repères en soi. Idéalement, les repères sont explicites, ils ne sont pas implicites. Ça, on va y revenir dans un instant, là, mais ça doit être clair. On ne veut pas présumer des repères sur lesquels s'appuient les idées. Alexandre le dit, on veut que les élèves identifient des repères précis et non pas des types de repères. D'identifier les types de repères ou de venir les catégoriser, ça peut aider éventuellement à évaluer un raisonnement dans un contexte, mais ce n'est pas nécessaire de le faire systématiquement, de dire ah, mais est-ce que c'est légal, est-ce que c'est réglementaire, est-ce que c'est historique? Puis là, la prochaine diapositive va aider là, par rapport à ça. Donc ici, quels sont les types de repères? Mais on vous a mis des exemples, justement. On vous dit de ne pas focuser nécessairement sur les types. Donc, c'est quoi des exemples de ces repères-là? Bien, ça peut être une loi. Puis là, quand on dit une loi, c'est pas une loi. C'est une loi précisément. Quelle loi en soi? Une étude, quelle étude? Une œuvre, quelle œuvre, etc. Donc, une expérience antérieure précise, un ressenti, un principe, une norme, une tradition religieuse, séculière, un ouvrage philosophique, même un argument philosophique, un ouvrage particulier, une position, des choses comme ça. Donc, tout ça doit être précisé. Puis, la question peut-être la plus simple pour faire comprendre aux élèves les repères puis savoir les repérer, ben, dans le fond, pour trouver les repères, sur quoi la personne ou le groupe se base pour arriver à cette idée. Donc, il y a une idée qui est émise, ben, sur quoi tu te bases. Fait que ça peut être ça peut être ton oncle. Tu sais, l'impression il y a une hiérarchisation, ça peut être une étude scientifique ou ça peut être mon oncle qui me l'a dit. C'est deux formes de repères. Donc, les repères se retrouvent dans les propos tenus par une personne ou par un groupe. Très important de ne pas commencer à imaginer des repères. Donc, un repère, ben, on le trouve, comme Alexandre vient de dire, dans la réponse à la question sur quoi la personne ou le groupe se base pour arriver à cette idée-là. Sur quoi tu te bases pour dire ça? Fait que effectivement, si la personne dit, ben, mon oncle me l'a dit, OK, ben, ton repère, c'est ton oncle. Puis si une autre personne dit, ah, ben, j'ai lu le rapport du GIEC, justement, ou peu importe, là, on va s'intéresser après ça. C'est là où on va peut-être arriver puis dire,
Déjà, mon oncle me l'a dit, on est peut-être dans l'argument d'autorité là, ici, mais on va arriver puis on va essayer de classer ça pour voir qu'est-ce qui a le plus de valeur. Ça peut éventuellement être fait dans le cadre du cours. Donc, puis on peut travailler à partir de repères qui sont explicites et non pas implicites. On ne peut pas présumer, en tout cas a priori, on ne peut pas présumer des repères qui sous-tendent les points de vue des personnes. On doit travailler à partir du matériel qu'on a. On ne va pas lire entre les lignes et dire ah, d'après moi, la personne a dit ça parce que son nom qui a dit. Ben là, attends, là, je ne sais pas, moi. On va, si la personne le dit, let's go, oui. Donc, un exemple qu'on a pris comme ça, on avait la question éthique tantôt par rapport à la situation de la cafétéria de l'école. On avait la question éthique. Quelles seraient les meilleures initiatives éco-sociales à mettre en place à la cafétéria de l'école et la situation? Imaginons qu'on ait une réponse qui soit ben, la cafétéria devrait utiliser de la vaisselle réutilisable afin de réduire les déchets. On a un repère qui est explicite. C'est la réduction des déchets. Après ça, on peut le rattacher, dire que c'est un principe, c'est potentiellement une valeur, la réduction des déchets, ou on pourrait dire la valeur de l'environnement. On pourrait à la limite aller là, mais ce qui est important, c'est d'aller au repère lui-même qui est la réduction des déchets. Un repère implicite qu'on ne peut pas considérer parce que ça n'a pas été évoqué, mais qu'on peut se dire, ben, peut-être que le monde le font, mais là, on ne peut pas le considérer. Ça serait de dire, ah, mais la cafétéria, là, eux autres, dans le fond, ce qu'ils veulent faire, c'est faire des économies parce que là, en utilisant de la vaisselle réutilisable, ils vont réduire leur coût d'opération. Ben, s'ils ne l'ont pas dit, on ne peut pas en présumer. Après ça, on pourrait, dans un débat, ajouter ça, dire hey, en plus, il va y avoir ça. Mais sinon, si on est juste dans l'analyse du point de vue, si les gens de la cafétéria ou la direction de l'école ou le comité d'élèves ne l'ont pas dit ça, les personnes impliquées, ben, on ne va pas présumer. Mais, il y a toujours des mais puis du flou un peu. On pourrait éventuellement réfléchir avec les élèves aux repères qui sont implicites au deuxième cycle du secondaire parce que les élèves sont amenés à dégager des présupposés. Donc, on a dans les moyens pour appuyer ces idées, on a dégagé des présupposés. Donc, à partir du deuxième cycle du secondaire, bien là, on pourrait réfléchir, hey, est-ce qu'il y a des raisons sous-entendues? Par exemple, quand on parle de réduction des déchets, mais pourquoi on veut réduire les déchets? Puis là, on peut penser à la situation environnementale de manière générale. Donc, il y a un sous-entendu dans l'importance de réduire les déchets. Mais ce qui est important à la base, le premier critère, c'est de s'intéresser à ce que les gens affirment et non pas à présumer des repères qui pourraient sous-tendre les idées. Donc, on ne veut pas leur mettre des mots dans la bouche, on ne veut pas présumer de trucs comme ça, mais ça va arriver, ceux qui peut-être qui ont sursauté, faire comme ouais, mais là, c'est vrai que ça pourrait réduire les coûts, des choses comme ça, mais ça, c'est les effets anticipés. Puis ça, dans la compétence, ça fait partie quand on est dans l'élaboration de points de vue, l'élaboration de réponses. Bien, après ça, c'est précisé à la page 21, ces propositions sont évaluées au regard de leurs effets sur soi, les autres, les relations en présence, la situation et la société de manière générale. À partir de cette évaluation, les élèves hiérarchisent les réponses identifiées ou en sélectionnent certaines à privilégier en fonction du contexte. Donc, pour clore la portion éthique, rappelez que l'évaluation des effets, c'est présent dans la compétence, puis c'est un passage nécessaire avant d'arriver à une réponse finale qui est justifiée. Beaucoup de trucs sur l'éthique. Maintenant, on enchaîne avec le dialogue, qui n'est pas une compétence en soi là, en CCQ là, qui est présente dans tout le cours. Donc, le premier nœud, c'est la place du dialogue dans l'étude des réalités culturelles, donc la compétence 1 au secondaire. Et ensuite, la place du dialogue dans la réflexion éthique, la compétence 2. Et ensuite, des précisions sur le débat et la délibération en CCQ, parce qu'on a beaucoup de questions à ce niveau. Donc, on débute avec la place du dialogue dans l'étude des réalités culturelles, la compétence inspirée de la sociologie. Donc, à la page 59, on nous précise que le dialogue contribue à unir plutôt qu'à séparer et prend la forme d'une progression de la pensée par l'intégration d'une pluralité de connaissances.
C'est peut-être moins évident pour les enseignants puis les conseillers pédagogiques qui ont beaucoup travaillé avec le programme éthique et culture religieuse de voir la place du dialogue en C1 avec la compétence en sociologie. Donc là, ici, en espérant qu'on va être capable de vous éclairer là-dessus, le dialogue, c'est, dans la définition du programme, c'est un acte de pensée qui est intentionnel. Donc, on pourrait dire que c'est un acte qui est métacognitif. C'est l'habileté à réfléchir sur sa propre pensée, à être conscient des processus mentaux utilisés dans le traitement de l'information, à les contrôler, ces processus-là, à les superviser. Donc, autrement dit, on veut que l'élève prenne conscience de ce qu'il fait, puis de la façon dont il le fait. Puis dans la compétence 1, l'élève doit tenir compte de sa compréhension initiale, puis considérer des effets des biais socio-cognitifs. On peut lire dans le programme que le dialogue peut être à l'intérieur de soi ou en interaction avec les autres. Puis là, je vais donner un exemple pour chaque cas de figure. Donc, à l'intérieur de soi, quand l'élève est dans l'acte métacognitif à travers lequel on réfléchit sur la démarche entreprise et toutes les actions qui ont été posées, bien là, ça fonctionne. Puis lorsque l'élève intègre différentes perspectives dans son interprétation, ça fonctionne aussi. Parce que là, on réfléchit justement, qu'est-ce que j'ai considéré, moi, comme perspective pour arriver à mon interprétation à moi. Donc, c'est une partie de dialogue à l'intérieur de soi. Il doit se poser des questions sur son propre processus cognitif. Donc, on est dans un acte métacognitif. Ça se fait aussi dans l'interaction avec les autres. Donc, on a une explicitation qui est de comparer des interprétations. Donc, lorsque l'élève compare des interprétations avec les autres élèves, bien là, il va être dans le dialogue. Ah, toi, pourquoi tu arrives à ça? Pourquoi tu comprends ça comme ça? Sur quoi tu as mis l'importance? Bien, il y a la pratique du dialogue qui se fait de cette façon-là. Donc, ça, c'est avec justement le dialogue dans la compétence 1. Pour ce qui est du dialogue, sa place dans la réflexion éthique, ben, on a mis la définition, là, acte de pensée intentionnel qui se déroule à l'intérieur de soi ou en interaction avec les autres et qui vise la reconnaissance et la compréhension des différents points de vue. Ce que j'ai dit un peu plus tôt sur la métacognition, sur l'interaction avec les autres, ben, c'est aussi vrai dans la réflexion éthique. L'élève exerce un dialogue intérieur quand il va examiner une diversité de points de vue. Il peut le faire avec d'autres personnes, là, mais s'il le fait seul, là, il examine une diversité de points de vue. Il va élaborer un point de vue. Il va tenir compte des points de vue, des ressentis et des expériences des autres. Puis il y a d'autres endroits là, où, comme ça, l'élève va avoir un dialogue intérieur dans un acte métacognitif. Quelques petites informations aussi importantes sur lesquelles on souhaite insister ici, c'est que le dialogue puis le cours culture et citoyenneté québécoise, de manière générale, c'est pas un cours avec des guillemets, là, de jasage. On veut pas, le dialogue, c'est pas jaser pour jaser. Le dialogue, il y a une fonction, il y a un but, que ce soit pour faire ressortir des points de vue. On est en classe avec les élèves, puis là, ça se peut comme matériau de base, qu'on travaille avec les points de vue qui existent dans la classe. On va vouloir apporter autre chose. On va vouloir apporter des points de vue d'un article de journal, d'un extrait de débat, peut-être. On va amener d'autres points de vue, mais on va le faire en dialogue en classe aussi. On va le faire pour examiner les repères. Sur quoi les personnes s'appuient. Donc, il y a plein de stratégies pédagogiques qui font en sorte qu'on va être en dialogue en classe. Quand on va évaluer les effets des réponses sur les autres, sur la société, puis plus largement, quand on va comprendre et accepter qu'il y a plusieurs manières de percevoir une situation, qu'il y a plusieurs réponses possibles. On ne souhaite pas que ce soit un cours non plus où on va se limiter à présenter des points de vue. De juste dire, hey, vous pensez quoi de ça, vous, tel sujet? Puis là, les élèves parlent, puis là, ça finit là. Hein, ça, c'est plus ou moins intéressant. Ce qu'on veut, c'est faire l'examen. On ne veut pas juste garder comme constat après un exercice que, eh ben, vous voyez tout le monde, il y a plusieurs points de vue qui peuvent coexister, puis c'est ça. Ben non, parce que on a des connaissances à développer sur des objets d'étude, on a des compétences à développer, puis on veut aussi évaluer les raisonnements, arriver à déterminer qu'il y a certains points de vue qui se valent, puis il y a certains points de vue qui ne se valent pas. Donc, on ne veut pas juste dire, montrer, regardez l'étendue des différents points de vue.
puis c'est comme ça la société, il y a plein de points de vue. Ben non, on veut aller dans le détail, développer des compétences, développer des connaissances et évaluer ces raisonnements-là, certains de ces points de vue-là. Puis par ailleurs, en tant qu'enseignant, on n'a pas à présenter tous les points de vue possibles en lien avec une situation. Ça, il y a un terme en anglais. Ça risque, si on fait ça, on dit, ah ben, j'ai présenté un côté de la médaille, je vais présenter l'autre côté de la médaille. En anglais, il y a un terme qui s'appelle le both sidism, donc les deux côtés. En français, l'expression, c'est la fausse neutralité. C'est un peu moins parlant là, que la version anglaise, donc c'est pour ça que j'ai utilisé l'expression anglaise aussi. Si on fait juste présenter deux côtés, ben, c'est comme de dire, ben, justement, tous les côtés se valent. Puis c'est pas nécessairement vrai. Si on parle en 5e secondaire de groupes sociaux et de rapports de pouvoir, si on parle de féminisme, ben, on n'a pas à présenter, à parler de point de vue masculiniste simplement parce qu'on parle du féminisme au Québec. C'est un peu démesuré comme proportion. Donc, si on fait ça, si on fait de la fausse neutralité en disant, mais j'ai présenté un côté de la médaille, je vais en présenter un autre, bien, on va en présenter d'autres, mais pas nécessairement un équivalent sur tout le temps, on risque d'ouvrir ce qui s'appelle la fenêtre d'Overton. Donc, la fenêtre d'Overton, c'est les points de vue qui sont considérés comme acceptables dans une société. Puis des fois, il y a des points de vue considérés comme extrémistes qui arrivent puis qui viennent un peu faire déplacer cette fenêtre-là. Il y a quelque chose de tellement incroyable à un bout du spectre qui est dit ou à l'autre bout du spectre. Là, c'est pas une question d'idéologie ou de politique là, de pointer dans une direction, mais que ça peut faire déplacer, ouvrir, rapetisser la fenêtre d'Overton. Donc, dans la même veine, attention au relativisme par le dialogue. Donc, on a des éléments de contenu qui ont une définition, qui sont clairs, qui sont précis, qui sont établis. Bien, là, l'exemple que j'ai, c'est la socialisation de genre. Ça existe, la socialisation de genre. Si vous avez des enfants en bas âge, vous l'avez remarqué, je suis persuadé, on ne veut pas poser une question aux élèves. La socialisation de genre, d'après vous, est-ce que ça existe ou non? Parce que la socialisation de genre, ça existe. On ne demandera pas aux élèves en sciences, d'après vous, le cycle de l'eau, est-ce que ça existe? Ben, si on le fait, en tout cas, c'est une stratégie pédagogique, puis on va vite arriver à la conclusion, ben oui, ça existe, le cycle de l'eau. Tu sais, il y a ça, c'est étudié, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, c'est ici là, quelques petits faux pas à éviter là, quand on est dans le dialogue. Ensuite, on va donner quelques précisions à propos des formes de dialogue comme le débat et la délibération en CCQ à la suite de différentes questions qu'on a reçues à ces sujets. Donc, premièrement, la place du débat en CCQ. Donc, sur le débat, ce qu'on souhaite ici, c'est vous inviter à choisir des situations qui sont appropriées pour cette forme de dialogue. Par exemple, là, c'est un bon exemple. Donc, quelles seraient les meilleures actions à poser pour réduire les cas de violence sexuelle chez les jeunes, par exemple? Donc, on part d'une prémisse, avec une question comme ça, on part d'une prémisse que les violences sexuelles sont inacceptables. Là, il y a des gens qui vont dire des fois, ah, mais là, il y a un présupposé dans votre question, c'est pas correct. Non, c'est correct parce que la violence sexuelle, on veut que les gens comprennent que c'est inacceptable. Donc, on ne va pas faire un débat pour ou contre la violence sexuelle. On va plutôt réfléchir aux actions, aux meilleures actions qui seraient à poser. Donc, dans une situation comme ça, bien, les élèves vont faire un débat à savoir, bien, est-ce que c'est mieux, par exemple, de faire de la sensibilisation, puis si oui, avec quel groupe, de faire de la coercition, de faire le laisser aller. Ayons un débat sur les meilleures actions à poser en lien avec la violence sexuelle et non pas sur la violence sexuelle elle-même, est-ce que c'est bien ou si c'est pas bien. Donc, un contre-exemple, un autre, pour ou contre le consentement. C'est pas la meilleure question pour faire un débat. Tout le monde est pour. C'est important que tout le monde comprenne ça. Ça s'inscrit dans les finalités du programme. Donc, il y a des éléments comme ça, il y a des non négociables quand on est dans le programme. Puis d'ailleurs, on va parler de posture tout à l'heure, puis on va aller un petit peu plus loin. Puis autre chose, quand on est dans le débat, bien, le but, ce ne sera pas de toujours trouver le meilleur point de vue. Il y a des formes de débat où peut-être qu'on va aller vers ça. On peut aussi, c'est la définition du dialogue dans le programme,
chercher à trouver des ponts entre différents points de vue. Donc, dans la définition du dialogue qu'on a présenté tantôt, on disait le dialogue contribue à unir plutôt qu'à séparer et prend la forme d'une progression de pensée par l'intégration d'une pluralité de connaissances, de points de vue et d'expériences. En ayant un débat, bien, ça permet rapidement ou à peu près rapidement, d'avoir accès à différents points de vue, différentes connaissances, différentes expériences, et ça fait cheminer, ça fait progresser la pensée. Donc, le débat, il ne sert pas toujours à dire après le débat, on vote pour qui, puis là, ça risque, ça peut en tout cas devenir un concours de popularité. Donc, ça peut se faire comme forme de débat, chercher une partie gagnante, mais ce n'est pas systématiquement comme ça qu'on entend le débat en culture et citoyenneté québécoise. Une autre forme de dialogue qui mérite un petit ajustement, c'est la délibération. Puis pourquoi ça mérite un ajustement? C'est que la définition a changé. Donc, en éthique et culture religieuse, on parlait d'un examen avec d'autres personnes des différents aspects d'une question. Je saute la parenthèse, pour en arriver à une décision commune. La nouvelle définition, on parle d'un examen réalisé en soi ou avec d'autres personnes dans les différents aspects d'une question pour en arriver à une décision. Donc, il y a deux changements. Le premier, c'est que la délibération, ce n'est pas uniquement collectif, ça peut être aussi individuel, ça peut être réalisé en soi. Puis un exemple de ça qui est clair, qu'on entend souvent, c'est que si on écoute les nouvelles, on va entendre que ben, le juge a pris le dossier en délibéré. Le juge, il s'en retourne après avoir entendu les différents parties. Ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois, tout dépendamment des cas. Et là, il va considérer les arguments de tout le monde. Il fait de la délibération. Il essaie d'arriver à prendre une décision. Puis pour la prise de décision, si c'est fait à plusieurs personnes, bien, on n'a pas à avoir une décision commune. On n'a pas à avoir un consensus nécessairement. On doit prendre une décision, mais ce n'est pas obligatoire d'avoir un consensus. Il y a des situations, si on fait une simulation de jury, par exemple, bien là, peut-être, si on veut vraiment se calquer sur la réalité ou en tout cas montrer ce type de délibération-là qui a lieu, mais ce n'est pas obligatoire d'avoir un consensus. Puis c'est d'ailleurs, ça c'est un point qui est important, c'est d'ailleurs ce qui caractérise une société démocratique. Il y a très peu de choses, il y en a des choses sur lesquelles il y a un consensus, mais il y en a quand même beaucoup sur lesquelles il y a plusieurs points de vue et il faut accepter, justement, si on est dans la partie qui n'a pas gagné la délibération, que ce soit par des élections, par des choix de société, si on fait partie d'une minorité, ben, c'est quelque chose qui est à accepter dans une société démocratique en fonction des principes démocratiques qu'on a. Donc, c'est un aspect qui est intéressant. Donc, si vous aviez des activités de délibération, il peut y avoir certains petits ajustements là, qui peuvent être apportés. Et petite citation pour clore la portion dialogue tirée de l'introduction du programme. Devant la multiplication des points de vue, parfois polarisés et exprimés dans l'instantanéité, la valeur inégale des innombrables informations disponibles et les débats relatifs aux frontières de la culture commune, il est requis de développer les habiletés intellectuelles et les attitudes nécessaires pour participer de manière éclairée et active à la discussion collective. Donc, on arrive à la quatrième et dernière portion de la formation aujourd'hui. Donc, l'élément de continuité face à la posture. Donc, la posture, c'est majeur dans notre champ. Ça l'était en ECR, ça l'est en CCQ. Donc, on a ciblé trois éléments qu'on veut préciser, trois nœuds de compréhension. Donc, d'abord, l'humilité et la distance critique dont doivent faire preuve les enseignantes et les enseignants. Ensuite, la liberté d'expression et de pensée en CCQ et le traitement des réalités culturelles grâce à des savoirs validés. Donc, si on débute maintenant avec l'humilité et la distance critique dont doivent faire preuve les enseignantes et les enseignants, bien, le programme nous éclaire, là, il y a vraiment une page sur la posture, la page 13, où on précise que les enseignantes et enseignants doivent aussi faire preuve d'humilité et de distance critique à l'égard de leur propre conception du monde, notamment de leurs convictions, de leurs valeurs et de leurs croyances. Ici, ce qui est à retenir, c'est attention aux prises de position personnelles. La classe, ce n'est pas un espace où les enseignants peuvent promouvoir les causes qui leur tiennent à cœur. Donc, des fois, ça peut être subtil, on peut ne pas s'en rendre compte.
ça peut être dans le choix des objets d'étude. Donc, posez-vous des questions. Pourquoi j'ai choisi cet objet d'étude-là? Pourquoi j'ai choisi ces exemples-là? Pourquoi j'ai choisi un angle en particulier? Est-ce que j'ai un angle dans mon approche, dans ma façon d'enseigner les choses? Puis, est-ce que ça sert vraiment l'orientation, les apprentissages ciblés par le programme? Donc, en gros, est-ce que mon enseignement, là, il est légitime? Est-ce que je peux expliquer ça demain matin à ma direction d'établissement s'ils viennent me questionner, à des parents, s'il y a des parents qui disent Hey, mon élève, il m'a dit que vous aviez parlé de ça? Ben oui, c'est dans le programme à tel endroit, regardez l'orientation, ça nous envoie dans telle direction. Puis aussi, ben, aux conseillers pédagogiques, aux collègues, est-ce que vous seriez capable de justifier ça? Puis c'est là que c'est votre jugement professionnel qui entre en ligne de compte. Un autre élément, puis tu sais, c'est des éléments pour lesquels, si vous enseignez éthique et culture religieuse, c'est peut-être de la poutine en bon québécois, c'est peut-être des éléments que vous avez déjà vus, mais c'est toujours bon aussi de revenir là, à la base pour ça. Attention de ne pas teinter les élèves de votre point de vue, de vos valeurs, que ce soit en les disant, évidemment, ça c'est clair. Puis des fois, c'est par notre non-verbal. La posture d'un élève qui dit quelque chose, puis là, on peut jouer un rôle là, de professeur, d'avocat du diable, puis tout ça, mais des fois, peut-être que par notre non-verbal, on parle, puis on s'en rend pas compte. Par des jugements aussi à propos des réponses des élèves, puis des réponses des fois qui sont tout à fait acceptables. Puis là, un angle où ça peut arriver, c'est peut-être en éducation à la sexualité. Bien, attention, prenons peut-être une distance puis étudions la situation, le contexte, différents éléments. Donc, ce qui est mal, ce qui est bien, quand on est dans le moral, il peut y avoir des formulations là, qui sont à faire attention. Il faut aussi laisser de l'espace. Ça, c'est un élément que je considère très important. Il faut laisser de l'espace aux élèves pour qu'ils développent un point de vue sans être influencés par l'enseignant. Puis ça nécessite deux choses. Là. Déjà du temps, un climat sans trop de jugement. Puis aussi, des fois, c'est ça, c'est une question de conscience ou d'inconscience qu'on est peut-être en train d'influencer les élèves. Et puis, il y avait la thèse là, de Stéphanie Gravel qui portait sur la posture professionnelle en éthique et culture religieuse, qui disait que dans le volet avec la compétence culture religieuse, il n'y avait pas vraiment de problème par rapport à la posture. Mais quand on tombait en éthique, ben là, il y a des enseignants qui avaient vraiment pas d'enjeu par rapport à des prises de position sur l'environnement, des prises de position sur les carrés rouges à l'époque, parce que c'était dans l'actualité là, à ce moment-là, puis dans l'objet de sa thèse. Donc, de faire attention à ces éléments-là, de ne pas influencer les élèves. On veut qu'ils aient un espace pour développer leur point de vue, puis avoir une liberté d'expression. Donc, s'il y a un jugement, si on sent que l'enseignant oriente, bien ça devient moins possible. Puis, il y a aussi l'inverse de ça, c'est qu'il y a un espace de transparence qui est possible avec la compétence 1. L'enseignant peut montrer comment ses propres perspectives ont été construites à travers ses expériences. On peut un peu modéliser la trajectoire. Donc, un enseignant qui dit Hey, moi, je suis enseignant depuis 15 ans, j'ai été témoin de l'arrivée du cellulaire dans la société, dans l'école, j'ai vu comment ça a modifié les interactions, les comportements des élèves sur la place publique, la manière de se comporter dans la classe, dans les corridors. On n'est pas dans le normatif, on n'est pas dans le jugement, on est dans la description, dans la perspective. Donc, la perspective, c'est relié aux expériences, aux groupes d'appartenance. Un enseignant qui est là depuis une quinzaine d'années puis qui a vu l'évolution des relations avec l'arrivée du cellulaire. Puis dans ça, ben, ça devient pertinent de le faire, de modéliser comment justement une perspective peut être teintée. On n'est pas dans le jugement. On serait dans le jugement si on disait hey, le cellulaire, c'est mal. J'exagère, là, je caricature pour simplifier. Donc, la compétence, la posture professionnelle en ces deux, c'est vraiment plus clair, plus simple, j'allais dire. Là. C'est pas tout le temps facile à mettre en place, mais on ne veut pas influencer les élèves parce que l'enseignant est en position d'autorité. Puis, on pourrait, de manière consciente ou inconsciente, imposer ses normes, ses valeurs, ses croyances aux élèves. Puis ça, ben, on ne souhaite pas que ça arrive. Plus de précision justement sur la liberté d'expression et de pensée à laquelle tu faisais référence. Donc, c'est très important, là, la page 14. Les enseignantes et enseignants s'assurent d'éviter l'endoctrinement et la censure et ils valorisent la liberté d'expression et de pensée. Donc, on n'endoctrine pas, on ne censure pas. Je vais continuer dans la veine.
on n'est pas moralisateur. Donc, des contre-exemples, là, c'est la partie contre-exemple, puis il y aura des meilleurs exemples, puis il y en a eu qu'on a donné. Être moralisateur, donner la bonne réponse, dire on devrait faire ci, on devrait faire ça, c'est dans la continuité de ce que je disais tantôt. Faire de la sensibilisation aussi. Si on commence à dire c'est important de, bien là, on peut se poser une question. Il y a des cas où ça va être pertinent, tu sais, de ne pas être violent, mettons. On va s'entendre là-dessus. C'est important de recycler. Ben oui, il y a des cas, tu sais, qui sont plus délicats comme ça. Oui, mais ça dépend parce que on pourrait avoir des points de vue qui sont comme mitoyens. On sait que notre système de recyclage qui fait qu'on combine tout dans un même bac, bien, ça fait en sorte que le verre contamine les autres produits à recycler. Donc, il y a des façons de bien recycler, il y a des façons de mal recycler. Il y a des gens qui pourraient dire, ben, c'est bien là, de recycler, mais dans le fond, ce qui est plus important, c'est de réduire la consommation. Fait que, tu sais, le recyclage, on pourrait. Il y a plusieurs points de vue qui sont possibles. Donc, sur des sujets comme ça, il y a plusieurs points de vue qui sont acceptables, il y a plusieurs points de vue possibles. On essaye de ne pas orienter dans c'est important de faire ceci, faire cela, de faire de la sensibilisation. Donc, pour ça, ben, il faut qu'il y ait de l'espace. Pour moi, là, c'est important cet élément-là, justement, c'est important parce que faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non, mais c'est important parce que l'élève a besoin justement de cet espace-là pour sentir que son point de vue peut exister dans le contexte de la classe. Puis lorsqu'il y a des points de vue qui sont inappropriés, bien là, on pourrait intervenir en fonction des indications qu'on retrouve dans le programme. On intervient en se référant aux finalités, puis aux principes de la société québécoise, donc l'égalité homme-femme, la société de droit. Alex va lire là, ce passage-là dans un instant avec notre dernier élément. Puis on a vu, pourquoi on parle de ça un peu, c'est qu'on a vu de la documentation qui a circulé, puis qui proposait, par exemple, de dénoncer les propos d'un élève lorsqu'ils étaient inappropriés. Puis à ça, ben, on dit attention, parce que la classe, c'est quand même un des derniers remparts là, pour faire des apprentissages. On souhaite que les élèves réalisent des apprentissages. Je dis un des derniers remparts, c'est un élément important pour faire ces apprentissages-là qui sont fiables, qui sont importants dans la société dans laquelle on vit. Donc, selon la situation, une intervention ciblée dans laquelle on va expliquer les propos d'un élève ne sont pas recevables, c'est beaucoup plus bénéfique que de dénoncer un élève, de se distancier. On veut quand même garder un bon lien avec les élèves. On ne veut pas l'expulser, l'envoyer au local de retrait. Puis là, l'élève revient dans le cours. Le lien est un peu brisé. Il n'est pas d'accord avec la raison. Il ne comprend pas pourquoi ses propos n'étaient pas recevables. Ben là, cet élève-là va peut-être pas réaliser les apprentissages pour le reste de l'année parce que notre relation est un peu brisée. Donc, il y a peut-être d'autres élèves qui pensaient comme lui puis qui ne comprennent pas pourquoi il se fait sortir. Donc, il y a des explications qui peuvent être données puis qui peuvent contextualiser aussi puis vraiment aider à cheminer dans certains apprentissages. Donc, c'est super important d'avoir un espace comme ça où on peut dialoguer, on peut réfléchir ensemble, avoir différents points de vue. Toutefois, lorsqu'une opinion émise porte atteinte à la dignité de la personne, on appelle ça souvent le carré de jeu CCQ, ou que des actions proposées compromettent les principes fondamentaux de la Charte des droits et libertés de la personne et les principes démocratiques qui organisent la vie collective, donc l'égalité, la laïcité de l'État, etc. Ils interviennent en se référant aux finalités du programme et à ces principes. Donc là, ça appartient à la liberté pédagogique de l'enseignant, donc d'utiliser les bonnes stratégies là, quand c'est pertinent de le faire. Dernier nœud de cette formation avant de prendre vos questions. Donc, le traitement des réalités culturelles grâce à des savoirs validés. Le dernier, mais non le moindre. Les enseignantes et les enseignants font l'effort de distinguer leurs connaissances de sens commun des connaissances validées, sur lesquelles ils peuvent appuyer leur enseignement. D'abord, on s'en voudrait, quand on parle de distinguer les connaissances de sens commun des connaissances validées, de ne pas vous inviter à notre formation du 29 octobre prochain qui va aborder, entre autres, la place des savoirs dans l'étude des réalités culturelles. Donc, ça, c'est de la convergence qu'on appelle, ce qu'on est en train de faire. Surtout, on va donner plein d'autres exemples précis. On souhaite vous y voir en aussi grand nombre et plus encore. Donc, avec ça ici, cet élément-là, on peut faire un lien avec le point précédent. La classe, c'est un endroit où on veut que les élèves développent des connaissances validées.
Donc, posez-vous encore les mêmes questions que j'ai dit tantôt. Sur quoi on s'appuie? Sur quoi je m'appuie dans mon enseignement? Là, ici, est-ce que ça va être plus une anecdote personnelle, une expérience personnelle, un article de journal, un rapport d'un groupe lobbyiste, une étude scientifique? Sur quoi je m'appuie? Qu'est-ce que j'utilise comme matériel avec les élèves? Est-ce que, encore une fois, ça sert les orientations, les apprentissages qui sont ciblés par le programme? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que je peux expliquer ça à ma direction ou à des parents qui vont me poser des questions si leur enfant revient à la maison en leur disant ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Fait que c'est tout le temps ça, sachant, encore une fois, que euh, il y a de la nuance ici parce que dans la compétence 1, on dit que l'élève va évaluer les savoirs. Donc, on peut avoir une intention justement de déterminer qu'est-ce qui a le plus de valeur avec les élèves. Euh, donc, c'est quoi notre intention pédagogique en gros? Est-ce que c'est de faire évaluer des savoirs par les élèves? Est-ce que c'est de donner de l'information? Si c'est donner de l'information, ben là, je vais me baser sur des sources qui sont le plus fiables possible. Je vais les contextualiser. Puis si c'est de faire évaluer, bien là, je peux amener justement un exemple d'anecdote personnelle, un article de journal, euh, une chronique éditoriale, un groupe lobbyiste pour voir qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est moins pertinent dans ces différentes sources-là. Puis une banque de ressources, ça c'est notre mot de la fin, peut-être plus positif. Une banque de ressources pertinente puis adéquate, ça se construit progressivement. Déjà, on est étonné de voir la quantité de matériel qui a été créé dans la dernière année par des organismes, par des enseignants, des conseillers pédagogiques, des maisons d'édition. Il y a vraiment beaucoup de choses. Puis il va y avoir d'autres choses. Il va continuer d'y avoir des productions qui vont se faire dans une culture du partage d'informatique, comme on voit, où il y a beaucoup de monde qui contribue. Bien, il y aura beaucoup de ressources pertinentes là, qui seront accessibles comme ça. Petite astuce, pour avoir des idées de base, ben, on vous invite à avoir des idées de base. Des fois, c'est comme une grande direction pour un thème. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai une idée de base, c'est peut-être pas achevé encore, mais j'ai un peu mon idée de s'asseoir. J'enseigne quelle année, qu'est-ce que je pourrais faire? Ça sera peut-être pas achevé, mais surprenamment, quand on a pisté un peu notre cerveau dans une direction, ben, c'est comme si on avait un petit radar, là, puis là, on entend un article de nouvelles, un reportage, une chanson, un extrait de film, un livre. Ben là, on fait Hey, c'est vrai, ça pourrait aller dans l'activité que j'ai pensée. Puis là, on vient nourrir, bonifier notre dossier comme ça progressivement. Donc, on est à l'an 1. Ça se fait tranquillement, pas vite. Il faut quand même se donner un peu de temps pour arriver euh, à l'endroit où on voudrait être, là, où on était avec éthique et culture religieuse quand ça faisait 5, 10, 15 ans qu'on enseignait. Ensuite de ça, ben, il faut, ben, ça je l'ai dit sur l'évaluation des savoirs. Donc, en gros, là, sur ça, ben, c'est ça. J'ai une petite pensée finale par rapport à la production de dossiers documentaires. C'est une citation que j'avais lue et que je trouvais intéressante. Il faut planter des arbres maintenant pour profiter de l'ombre plus tard. Donc, si vous commencez à constituer vos dossiers documentaires, ben, c'est aujourd'hui le meilleur jour pour le faire. Ça va prendre du temps, mais éventuellement, ça va être présent. Vous allez être capable de faire de l'élagage, de dire hey, ça c'était bien, mais j'ai de quoi de meilleur maintenant. Donc, de construire, de bonifier, de faire du nettoyage là-dedans pour constituer, entre autres, des dossiers documentaires là, qui permettent d'aller plus loin puis de faire des situations qui sont plus complètes. Donc, c'est une petite piste à vous lancer comme ça. Puis moi aussi, je veux ma citation finale. Donc, en conclusion, la construction de connaissances sur la société québécoise est nécessaire pour participer de manière pertinente et nuancée au dialogue démocratique. Donc, si vous avez, c'est beaucoup d'informations en 1h30. Donc, ça s'appelle compréhension enrichie. Donc, il faut déjà avoir les bases pour bien comprendre les nuances, les nœuds qu'on défait aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter votre conseiller pédagogique local ou nous écrire à cette adresse courriel à l'équipe des programmes au ministère. Ça va me faire plaisir de vous répondre.